Il y a des hommes dont le travail consistait à faire croire que Mobutu était un dieu. Sakombi Inongo était l'un d'eux. Ministre de l'Information, architecte de l'authenticité. L'homme qui a mis le portrait du maréchal sur chaque mur, dans chaque école, dans chaque bureau du Zaïre. L'homme qui a transformé un dictateur en symbole national. Et selon le témoignage public de sa propre épouse, Maman Sakombi, c'est aussi l'homme dont la femme a subi les avances et les attouchements du maréchal dans la salle de protocole, et qu'il a appris, et qui a continué à servir. Voilà le paradoxe que ce script va dérouler. Pas pour juger, pour comprendre. Parce que Sakombi Inongo n'est pas une exception. Il est le cas d'école parfait d'un système où le pouvoir ne se contentait pas de contrôler ce que tu disais en public. Il contrôlait ce que tu pouvais ressentir en privé. Commençons. Les origines d'un homme de mots. Sakombi Inongo est né en 1940 dans la province de l'Équateur, la même province que Mobutu. Ce détail géographique n'est pas anodin. Sous le régime mobutiste, l'origine équatorienne constituait une forme de capital politique implicite. Pas une garantie, pas un laissez-passer automatique, mais une proximité culturelle et symbolique avec le chef qui facilitait l'ascension pour ceux qui savaient en jouer. Sakombi savait en jouer. Il est journaliste de formation, homme de médias. Il comprend la narration, l'image, le symbole. Très tôt, il saisit que Mobutu ne cherche pas seulement des administrateurs, il cherche des fabricants de réalité. Des hommes capables de transformer un coup d'État en destin national. Des hommes capables de convaincre un peuple que son oppresseur est son père. Sakombi est cet homme-là. Et c'est précisément ce talent qui va le propulser au sommet et le placer, lui et sa famille, dans l'œil de Cyclone. L'architecte de l'authenticité. En 1971, Mobutu lance ce qu'il appelle la politique d'authenticité. L'idée sur le papier, décoloniser les mentalités, rejeter les noms européens, récupérer les identités africaines, construire une fierté nationale zaïroise. Le Congo devient le Zaïre, le fleuve Congo devient le fleuve Zaïre, Joseph Désiré Mobutu devient Mobutu Sese Sekou Coukou Bendou Ouazabanga, ce qui se traduit approximativement par le guerrier qui va de conquête en conquête sans que personne ne puisse l'arrêter. Il s'est nommé lui-même. Il fallait quelqu'un pour vendre ça au peuple. Sakombi Inongo est nommé ministre de l'Information et de la Culture. Son mandat est clair, diffuser, amplifier, sacraliser. Sous sa supervision, le portrait de Mobutu remplace le crucifix dans certaines églises. Les journaux télévisés s'ouvrent sur des images du maréchal descendant des nuages. Les chansons à la gloire du chef sont diffusées en boucle sur Radio Zaïre. Ce n'est pas de la propagande ordinaire, c'est de la construction mythologique industrielle. Et Sakombi en est l'ingénieur en chef. Voilà pour le contexte. Parce que pour comprendre ce qui va suivre, il faut mesurer à quel point cet homme avait investi, intellectuellement, professionnellement, existentiellement, dans la figure de Mobutu. Ce que le maréchal lui prendra ensuite n'en sera que plus long à porter. La salle de protocole. C'est Maman Sakombi elle-même qui a parlé. Publiquement, nommément, sans ambiguïté. Selon son témoignage, rendu disponible dans des entretiens et récits documentés après la chute du régime, le maréchal Mobutu l'a approché dans ce qu'elle décrit comme la salle de protocole, un espace officiel, un lieu de cours, pas une arrière-salle, pas un couloir discret. La salle de protocole, c'est l'antichambre du pouvoir. C'est là où les épouses de ministres attendaient pendant les réceptions officielles. C'est un espace codifié, hiérarchisé, où tout le monde sait qui est qui. Et c'est précisément là que Mobutu opérait. Selon Maman Sakombi, il y a eu des avances, des attouchements, dans un espace où elle ne pouvait ni crier, ni fuir, ni refuser sans conséquence pour son mari, pour sa famille, pour sa position. Elle précise qu'elle a fini par tout raconter à Sakombi Inongo. Réfléchis à ce moment. Un homme apprend ce que le chef de l'État, l'homme qu'il a passé sa carrière à diviniser, a fait à sa femme, dans un bâtiment officiel, dans le cadre de fonctions que lui-même occupait. Qu'est-ce qu'il fait ? La propagande continue. Ce qui est documentairement fascinant dans le cas Sakombi, c'est que sa production de propagande ne s'est pas arrêtée. Elle a continué. Les portraits de Mobutu continuaient d'être imprimés. Les journaux télévisés continuaient de s'ouvrir sur le maréchal. Les hymnes continuaient d'être diffusés.
La machine ne s'est pas grippée. Et c'est là que le système moboutiste révèle son génie cynique. En plaçant ses collaborateurs dans des situations où ils ne pouvaient plus se permettre de résister, psychologiquement, physiquement, familialement, Mobutu ne fabriquait pas seulement des serviteurs, il fabriquait des co-responsables. Des hommes dont l'intérêt personnel était désormais aligné avec la survie du régime, parce que la chute du régime signifiait la possibilité que tout ce qui avait été tu pendant des années remonte à la surface. La honte portée en silence devient une chaîne. Sakombi Inongo le savait mieux que quiconque. La cour de Gbadolite, géographie du silence. Il faut comprendre où tout ça se passait. Gbadolite, dans l'actuelle province du Nord-Ubangi. Mobutu y a fait construire ce que les observateurs de l'époque et les journalistes qui ont pu y accéder ont décrit comme un complexe palatial disproportionné. Pistes d'atterrissage capables d'accueillir des avions de ligne, infrastructures hôtelières, résidences secondaires pour les invités de marque. Au milieu de la forêt équatoriale, à des centaines de kilomètres de Kinshasa. Ce n'est pas un détail architectural, c'est une décision politique. Gbadolite était inaccessible sans l'autorisation du maréchal. Pour y aller, dut emprunter son avion ou le sien. Pour en partir, idem. Il n'y avait pas de route praticable reliant facilement Gbadolite au reste du pays. Quand Mobutu convoquait ses ministres à Gbadolite, avec leurs épouses dans le cadre de réceptions officielles, il les plaçait physiquement dans un espace dont il contrôlait les entrées et les sorties. La salle de protocole dont parle Maman Sakombi n'est pas un espace neutre. C'est un espace où le rapport de force est total, structurel, architectural. Tu ne peux pas partir sans que ça se voie, tu ne peux pas refuser sans que ça ait un coût. Tu es littéralement dans sa maison, dans sa forêt, sous son toit. Voilà ce que la salle de protocole signifie réellement. Ce que Nguza a écrit et ce que ça lui a coûté. Nguza Karl Aivont est une figure centrale pour comprendre cette période. Ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, l'un des hommes les mieux placés du régime, et l'un des rares à avoir écrit de manière structurée, documentée, nommée, sur les pratiques internes de Mobutu. Son livre Mobutu ou l'incarnation du mal zaïrois, publié en 1982, est une source primaire que les historiens du régime continuent de citer. Il y décrit, entre autres, comment Mobutu utilisait le sexe comme instrument de pouvoir, pas comme un comportement privé annexe, comme une méthode politique délibérée, une manière de s'assurer que ses collaborateurs les plus proches étaient liés à lui par quelque chose de plus profond que la loyauté idéologique, quelque chose d'inavouable, quelque chose de honteux, quelque chose qu'on ne peut pas raconter sans se raconter soi-même. Nguza a payé le prix de sa parole. Avant de publier ce livre, il avait déjà connu la disgrâce. Arrêté, condamné à mort, peine commuée, puis réhabilité, puis à nouveau en conflit avec le régime. Sa trajectoire est celle d'un homme qui a vu la machinerie de l'intérieur et qui, à un moment, a décidé de documenter ce qu'il avait vu. Ce livre reste l'un des rares témoignages insider de première main sur les mœurs du régime. Pas un pamphlet émotionnel, un récit structuré par un homme qui était dans la salle.